Et c'est avec la rage du désespoir que les résistants polonais décident de mener une attaque contre les soldats de la Wehrmacht, retranchés dans les caves de la Pasta, l'immeuble des télécommunications. Ils encerclent le bâtiment. Ils portent le casque et les lance-flammes de l'ennemi, le brassard blanc des insurgés. Et en main, les armes parachutées, volées, bricolées. Et les voilà vainqueurs de poussiéreux nazis. Aux fenêtres sans vitres des immeubles, on regarde passer les prisonniers allemands. Mais le frisson de l'instant n'est pas celui de la victoire. Car pour une prise de guerre, combien de défaites, de barricades qui tombent, de proches qu'on enterre. La situation des insurgés s'aggrave de jour en jour. Après 10 jours de tirs, de bombardements et d'assauts acharnés des nazis contre la vieille ville, il n'y a plus un bâtiment debout dans le quartier. Et chaque tentative pour percer l'encerclement allemand se solde par un échec. Il ne reste qu'une solution. Se frayer un passage sous terre. Les égouts servent déjà pour le transport des armes, des munitions, les câbles du téléphone. Ils servent maintenant à fuir les quartiers vaincus. En 2 jours, des milliers de soldats de l'AK et des civils parviennent à échapper aux Allemands en passant par là. À l'approche de l'égout, nous avancions d'abord à la queue leu-leu, ensuite accroupis, et enfin près de l'entrée, en rampant. Rares étaient ceux qui savaient qu'il y avait des crampons permettant de s'y engouffrer. La plupart se laissaient tomber. Heureusement, le puits n'était pas très profond. Je glissais dans l'obscurité en imitant ceux qui m'avaient précédé. J'entendais le ruissellement se propageant dans le tunnel. La puanteur était horrible. Il fallait patauger dans la merde. J'étais cramponné à celui qui était devant moi. Celui qui me suivait faisait pareil avec moi. Chaque sortie d'égout est comme une renaissance. Les insurgés qui émergent des tréfonds de la ville se lavent. Et la vie reprend dans un quartier pas encore tombé. La caméra s'attarde sur les corps et les visages des plus jeunes. Parce qu'ils sont les plus beaux, fleurons du pays, du combat. Parce qu'ils ont l'âge des grandes illusions. Ils ont entre 15 et 23 ans. Ils sont nés juste après la Grande Guerre. L'idée qu'ils se font de la paix comme de leur pays fraîchement indépendant est fragile. Mais ils n'ont pas tout perdu des peaux de l'enfance. Ils jouent, ils rient, ils friment avec leurs armes, et ils s'aiment. Ils tentent même des promesses d'avenir pour être sûrs d'en avoir fait. Ils n'ont pourtant pas d'autre destination que d'être encore vivants demain. Mais demain ne suffit pas à leur âge. Parmi eux, certains écrivent des poèmes et des chansons que les autres reprennent. Comme celle-ci, dont l'auteur, Kamil Baczynski, meurt le 7 août. Retire seulement de mes yeux cet éclat de verre douloureux, cette vision des crânes blancs qui roulent par les champs de sang brûlant. Change seulement ce temps boiteux, couvre les cercueils avec le manteau de la rivière, essuie de tes cheveux la poussière des batailles de ces années de colère. Poussière noire. Dans le cœur assiégé de Varsovie, parmi les ruines en formation, une foule survit, mélange de combattants, de femmes encore coquettes et d'enfants. Les civils ont le plus souvent refusé d'évacuer la ville comme les Allemands le leur ordonnaient. Ils sont des cibles, comme les soldats de l'AK.
Les obus allemands ne choisissent pas. Tout manque. Les vivres, l'électricité, les médicaments, l'eau que l'on puise et que l'on transporte. Dans la ville effondrée, une chaîne humaine est encore à l'œuvre. Coupée de tout approvisionnement, elle ne faiblit pas. Elle s'organise pour échapper aux griffes de la destruction. Elle emmène ses enfants au spectacle et se résout à manger les chevaux qu'elle réservait à la cavalerie. Zofia Borowiecka raconte: la famine devenait de plus en plus pénible. Ne se laissant plus calmer par le blé bouilli ni par les huiles chimiques, mes collègues commençaient à manger du chien. C'est incroyable, mais j'eus un songe dans lequel je mangeais une cuisse de poulet. Son odeur était tellement convaincante, comme s'il devait craquer entre mes dents dans quelques instants. Je le lève donc vers ma bouche, mais la voix de mon frère me réveille. Les réserves sont épuisées. 3 semaines se sont écoulées. La radio annonce alors que Paris vient d'être libéré. J'étais franchement jaloux, reconnaît Likiernik. Peut-être qu'après la prise de Paris, les Allemands vont capituler. Sinon, nous sommes foutus. Il faudra mourir à Varsovie, alors que les Parisiens se font libérer en quelques jours. Dès 1944, il ne faisait plus aucun doute qu'Hitler était en train de perdre la guerre car ses troupes reculaient sur tous les fronts. Mais quand l'insurrection de Varsovie a éclaté, Himmler et lui se sont frottés les mains. Il tenait enfin l'occasion rêvée de réduire à néant ce qu'il considérait comme la source, comme les racines du front de résistance qui se dressait face au rêve hégémonique allemand. In Warschau ist der Aufstand der sogenannten unterirdischen Bewegung bis auf wenige kleinere Herde im Feuer der deutschen Waffen zusammengebrochen. Les Allemands sortent l'artillerie lourde. Schwerste Angriffswaffen werden eingesetzt. Ils pointent leurs mortiers géants Thor vers la ville résistante. Lieber stürzen ganze Häuserblocks zusammen. Ganze Garden von Vierlingsgeschossen ersticken jede Verteidigung auf der anderen Seite. Ils enfournent des obus de 2200 kilos qui, les uns après les autres, tombent sur la ville. Les bombardements aériens se chargent de finir le travail. C'est un déluge de feu et de bombes. Hitler exige l'anéantissement de l'armée secrète, mais aussi de la population de la ville. Varsovie n'est plus qu'une avalanche de pierres. Les étages, les façades, le passé, tout s'effondre. Ses habitants ne peuvent que regarder le ciel s'assombrir. Ils sont frappés d'impuissance. Ils n'ont rien pour répondre. Aucune couverture aérienne des Russes, pourtant si proche. André Bobkovski note dans son journal: Varsovie est devenue un enfer. Toute la population se bat et les Russes regardent faire. Quand les Allemands auront massacré tous les Polonais jusqu'au dernier, les Russes occuperont la ville. Le 29 août, comme s'ils pressentaient la fin et voulaient assurer aux combattants de Varsovie une protection qu'ils n'ont pu leur offrir jusque-là, la Grande-Bretagne et les États-Unis déclarent que l'armée de l'intérieur fait partie des forces alliées. Londres nous a finalement accordé le statut de combattant après un mois de combat, se souvient Barbara Bobrovnicka. Je n'y comprenais rien. Qui étions-nous jusqu'alors pour eux? De simples rebelles ou plus simplement des bandits? Nous étions désormais protégés par la Convention de Genève. L'armée de l'intérieur est transformée en armée régulière, c'est-à-dire la suite, la continuation de l'armée polonaise de 1939. Même les Allemands, impressionnés, confèrent à l'armée de l'intérieur le statut de corps d'armée de Varsovie, ce qui leur permettra d'emmener les insurgés en captivité dans des camps de prisonniers de guerre. Seul Staline est fou furieux et il s'opposera de toutes ses forces à ce statut de belligérant pour ce qu'il appelle les bandes de réactionnaires de l'AK. Les poches de résistance meurent les unes après les autres sous le feu nazi. Les armées soviétiques sont restées impassibles. Elles ont laissé à la Luftwaffe un espace aérien totalement libre.
Ce n'est que le 10 septembre que les Russes commencent à faire mouvement à l'est de Varsovie, dans les quartiers de Praga. Ils sont rapidement de l'autre côté de la Vistule, à quelques centaines de mètres des derniers résistants à genoux. Mais ils laissent ensuite plusieurs régiments d'une armée polonaise pro-soviétique se lancer seuls, plus avant. Et c'est un fiasco. De part et d'autre de la Vistule, Russes et Allemands se livrent enfin bataille. Tandis que les avions soviétiques larguent avec parcimonie quelques paquets sur les quartiers résistants. Staline peut ainsi calmer Churchill et Roosevelt, furieux de son immobilisme, et ne pas laisser dire à l'histoire qu'il n'a rien fait. Mais il est trop tard. Quand une centaine de B-17 américains, enfin autorisés par Staline à se ravitailler sur le sol russe, apparaissent dans le ciel de Varsovie, ce n'est qu'un faux espoir. La résistance est sur le point de capituler. La lutte est terminée. Il ne reste que 2 quartiers où l'armée intérieure tient encore quelques positions. Là, il semble loin le temps des sourires braves et de la chaîne humaine au combat. La lumière est crépusculaire. La ville semble contenir plus de morts que de vivants. Près de 180 000 personnes ont péri en 62 jours. Le 2 octobre, les survivants de la résistance capitulent. La veille, à 20 h, la radio de Varsovie lançait son dernier message au reste du monde. Voilà la sombre vérité. Nous avons été traités pire que les satellites d'Hitler, pire que l'Italie, pire que la Roumanie, pire que la Finlande. Puis elle clôt son émission en diffusant la Varsovienne, l'hymne des insurrections, avant de détruire le poste. Tadeusz Bourg-Komorowski signe l'ordre de capitulation en présence du général allemand von Deimbach. L'accord prévoit que les soldats de l'armée intérieure seront soumis aux conventions de Genève et les populations civiles traitées humainement. Les insurgés et leurs chefs doivent déposer les armes et quitter la ville en formation unie. Ils la quittent en rang, telle une armée, lâchant un par un leurs armes. Hitler ordonne que toute la population de Varsovie soit chassée de la ville. Les centaines de milliers de personnes qui ont survécu à l'insurrection seront expulsées. Dans le seul camp de Prouchkov, petite ville de la banlieue de Varsovie, transitent déjà 600 000 personnes, dont une partie part directement pour Auschwitz. Les autres sont envoyés dans des camps de travail. Cette foule, sortie des caves de Varsovie, n'aura jamais cessé d'attendre ses sauveurs. Des étendues entières de la ville, dont toute la population avait été chassée, étaient pillées méthodiquement, quartier par quartier, puis brûlées et détruites. C'est un cas unique dans l'histoire européenne du XXe siècle. Pendant 2 mois, les explosions et le fracas des immeubles continuent de retentir dans la ville morte. Les Allemands font tout sauter. Partout ailleurs, ils reculent. Ici, ils sont vainqueurs du néant. Les troupes soviétiques, de l'autre côté du fleuve, regardent s'effondrer la ville. La prophétie d'Hitler s'est réalisée. Cet objectif capital, nous l'atteindrons. Cette ville qui nous défie depuis 800 ans et nous barre la route vers l'Est, nous allons la raser définitivement. C'était tout ce qui comptait pour eux. On peut comparer le destin de Varsovie à celui de cités antiques, comme Corinthe ou Carthage, qui furent détruites par les Romains. Comme le disait Hitler, ce qui est arrivé à Varsovie doit être un exemple terrifiant pour le reste de l'Europe.